ULB Podcast. Les podcasts de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans Cherche et Trouve. Je m'appelle Marine Vizard et vous écoutez un podcast qui questionne la façon dont est produit le savoir scientifique en histoire. Bienvenue dans ce 5e et dernier épisode de la première saison du podcast. Pour finir ce premier cycle, nous avions envie de discuter avec d'autres acteurs et actrices de la recherche à l'université. Nous avons donc le plaisir de recevoir 4 de nos pairs, des étudiants et étudiantes qui sont en pleine réalisation de leur mémoire de fin d'études, afin qu'ils et elles nous parlent de ces recherches en train de se faire. Nous enregistrons cet épisode à la mi-mars. Ils sont et elles sont donc au cœur de la réalisation de ce travail et nous les remercions chaleureusement d'avoir pris un peu de leur temps précieux pour venir discuter de tout ça avec nous. Bonjour Sarah Franken, Brice de Donder, Elisa Zegers et Jeanne Santerre. Bonjour. 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 Toi Sarah, tu travailles sur la période antique et toi Brice, c'est les temps modernes. Elisa, tu es donc médiéviste, donc tu étudies le Moyen-Âge. Et toi, Jeanne, tu étudies l'époque contemporaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment vous avez fait ces choix-là ? Elisa, pourquoi le Moyen-Âge ? J'avais l'impression qu'en médiévistique, il y avait beaucoup plus de sciences auxiliaires qui allaient me permettre qui allaient être en fait des outils pour m'aider à comprendre plus de sources ou plus profondément les sources. C'était moins offert par... ou moins nécessaire pour des époques comme les temps modernes ou l'époque contemporaine. Et toi, Jeanne ? Pour moi, ça a toujours été évident. Dès que je savais que j'allais étudier l'histoire, je savais que j'allais étudier l'histoire contemporaine. Je pense que c'est moins évident maintenant que c'était au début. Déjà, tout ce que j'ai appris sur les autres périodes m'intéresse aussi. Et en fait, je pense que vu qu'on a appris une méthodologie, c'est surtout la méthodologie qui m'intéresse. Aussi, les périodes sont tellement... Enfin, en fait, elles sont un peu... Construites. Artificielles. Artificielles, quoi. Enfin, Et du coup, pourquoi se limiter à un champ ? Et toi, Sarah ? J'ai quand même hésité en deuxième bac à choisir période contemporaine, mais j'ai préféré revenir à mon premier amour, qui est vraiment la mythologie, l'histoire sociale à l'Antiquité. Personnellement, j'avais pas trop d'idées en arrivant à l'université, mais c'est vrai que j'avais peut-être un petit penchant pour l'Antiquité. Le problème, c'est le latin. C'était pas forcément ma matière préférée et j'étais pas son élève préféré non plus. Donc, mon deuxième choix ont été les temps modernes. C'est une période qui me plaît beaucoup de par les changements qu'elle engage et de par les thèmes qu'elle aborde. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle est votre thématique de recherche pour ces mémoires et comment est-ce que vous avez fait le choix de ces sujets-là ? Moi, je voulais me concentrer sur les périphéries des villes. Je me suis concentrée sur la ville de Mons et j'ai dû faire un sondage de qu'est-ce qui se trouve dans cette périphérie. Et en fait, il y avait une léproserie, un bois, et finalement, c'est le bois qui a été choisi. Alors, moi, je travaille sur l'introduction des sciences vétérinaires dans le Namurois. Enfin, dans les États de Namur, en l'occurrence. Ce sujet, je l'ai connu en deuxième bachelier. Et je suis tombé sur ce fonds un peu par hasard. Un fonds, une boîte, qui comprenait toute la documentation relative à l'envoi de 3 jeunes Namurois étudier l'art vétérinaire à l'école de Lyon. Et arrivé ici en master, il fallait trouver très rapidement un sujet pour le mémoire. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans ça. Et toi, Jeanne ? Donc, tu travailles sur l'histoire des lesbiennes en Belgique francophone pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Et comment est-ce que tu as choisi cette thématique ? J'ai choisi cette thématique parce que j'étais un colloque qui était la finalité d'un projet qui avait été lancé par une équipe de chercheuses qui ont aussi principalement réalisé une série d'une cinquantaine, enfin un peu moins, 47 je pense, 47 entretiens de lesbiennes belges. Et du coup, ces interviews ont été menées mais n'ont jamais vraiment été exploitées. Je trouvais ça génial. Et j'avais vraiment envie d'utiliser cette source. Toi, Sarah, quelle est ta thématique ? Alors moi, j'étudie les stratégies de légitimation de la dynastie Attalide à Pergame et je l'étudie au travers de leur représentation visuelle. La dynastie des Attalides, c'est une dynastie grecque qui arrive à l'époque d'Alexandre le Grand. Il y a tout le conflit avec les diadoques, donc les généraux d'Alexandre le Grand qui se répartissent son territoire après qu'il soit décédé. Et suite à de
nombreuses péripéties dont je ne vais pas expliquer les tenants et les aboutissants. Il y a un certain Philéter qui arrive à la tête de Pergame et qui, lui, n'est pas un général. Et donc, il y a une vraie nécessité de pouvoir se légitimer au sein de sa cité, donc auprès des personnes, des citoyens, mais aussi auprès des grands rois et des grands royaumes à côté. Et donc moi, justement, j'étudie la manière dont Philéter, mais par la suite aussi ses descendants, vont pouvoir justement utiliser l'image pour se légitimer auprès de ces différentes personnes. C'était le sujet de mon séminaire de 3e bachelier. Mais il faut savoir que ce n'était pas mon sujet initial de mémoire parce que j'ai dû changer en novembre. Donc j'ai choisi de réutiliser ce sujet-là, d'aborder les mêmes thématiques mais de manière plus profonde et aussi d'étudier au-delà juste de la cité. Je rappelle, on est à la mi-mars. Comment vous vous sentez dans votre travail? Quel est votre état d'esprit? Alors tout le monde sourit beaucoup. Que cache ces sourires? C'est un peu compliqué, c'est fluctuant, je dirais. Mais il y a des périodes où on se dit, ça y est, c'est mon moment, je me sens inspiré et tout cool. Et il y a d'autres jours où on n'a pas du tout envie de faire ça. Déjà, de 1, c'est un travail qui est très chouette. Et je prends vraiment plaisir. Enfin, personnellement, je prends très plaisir à le réaliser et à trouver, à vraiment m'approprier mon sujet et à de plus en plus découvrir sur ce que je travaille. Mais on prend tellement de temps à déjà recueillir toutes nos sources, puis surtout pour les médiévistes et les antiquistes, transcrire nos sources, les traduire, c'est interminable. Et il y a toujours plus et on peut toujours faire plus. Et c'est dur aussi de devoir se limiter et de se mettre des limites dans le travail quand on n'a pas encore d'idée fixe de ce que ça va donner, parce que la recherche, c'est un processus qui change tout le temps. On a déjà un peu abordé la question, mais donc des sources et des archives sur lesquelles vous travaillez. Donc, est-ce que vous savez nous expliquer déjà peut-être comment est-ce que vous l'avez trouvé? La spécificité de l'Antiquité, c'est que comme on a des sources assez lacunaires, on se retrouve à utiliser des sources issues de disciplines assez différentes. Donc on peut utiliser des sources archéologiques, numismatiques et littéraires, et on a également des sources épigraphiques, donc des inscriptions. Moi, j'utilise vraiment des sources archéologiques et des sources numismatiques. Donc, même si on a eu des cours qui nous ont permis de nous former un peu à l'exploitation de ces sources-là, on n'est quand même pas expert, je ne suis pas historienne de l'art. Et donc, pour pouvoir étudier ces sources, j'ai quand même besoin d'avoir de la littérature à côté d'historiens de l'art qui décrivent et qui interprètent certaines de ces sources. Toi, Lisa, du coup? C'est vrai qu'au début, j'étais complètement perdue. Et donc, je suis allée voir un de mes lecteurs qui a son bureau aux Archives générales du Royaume. Et donc, c'est un des dépôts principaux de la Chambre des comptes des ducs de Bourgogne. Et donc, lui, il est au milieu de ses comptes. Donc, quand on a parlé du bois de Mons, il m'a amené vers des sources comptables. Donc, c'est des gros bouquins, mais bon, finalement, ils fonctionnent de manière très, très bureaucratique parce qu'ils font les mêmes comptes pour pour chaque année aux mêmes endroits. Ça rend le truc très systématique et très rapide, donc tant mieux. Le côté très frustrant de la recherche, je trouve, c'est leur accessibilité est rendue très compliquée pour des raisons de sécurité, donc c'est compréhensible. Il faut prendre rendez-vous dans la salle de lecture, donc ça c'est 2 jours à l'avance. Il faut commander 5 documents maximum. Quand tu es là-bas, tu peux en commander plus, mais moi j'arrive pas à rester plus de 2 heures dans une salle d'archives. Je tourne les pages, je fais des photos et je peux pas faire ça pendant 4 heures d'affilée. Et comment est-ce que vous faites dialoguer ce que vous voyez dans les sources et les archives avec les questions que vous posez sur votre sujet? Je pense que c'est un mélange. J'ai quelques questions, quelques objectifs de ma recherche qui étaient assez clairs dès le début. Par exemple, que j'ai envie de travailler sur les revues, sur les représentations des lesbiennes qui existaient, sur les milieux qui existaient. Mais puis, il y a plein de petites questions qui me viennent tout le temps, qui viennent en lisant, qui viennent en consultant des archives, qui viennent en écoutant mes sources, qui viennent aussi en dialoguant avec mes camarades en histoire, qui me viennent juste en me baladant dans la rue, quoi. C'est des petites étapes qui me viennent tout le temps et des questions que je pose et repose différemment, et voilà.
si on compte le travail préparatoire au mémoire, ça doit faire 1 an et demi qu'on travaille sur ces projets. Comment est-ce que vous travaillez Est-ce que c'est un travail qui se fait plutôt en autonomie ou est-ce qu'il y a un processus un peu plus collectif qui se met en place? Je ne sais pas si du coup j'ai vraiment un jour travaillé en autonomie parce que c'est vrai que on est tous dans le même. Enfin, moi, je suis souvent avec Lucien qui est un camarade de classe. Et en fait, c'est vrai que on travaille au 3SEM depuis. Donc, il y a un endroit, un séminaire de la bibliothèque, un lieu réservé pour ce travail-là en tout cas. Et c'est vrai que ça fait 3 ans que je travaille là tous les jours. Donc finalement, en autonomie, oui, je suis toute seule face à mon ordinateur, mais c'est vrai qu'on est tous ensemble en train de travailler. Et en fait, il y a toujours un moment où je peux avoir un doute, me retourner vers quelqu'un et poser la question. Et ça, c'est super agréable de pouvoir se confier sur ses doutes aussi, parce que moi, j'ai beaucoup douté. Et donc d'être rassurée. Donc travailler de manière autonome, c'est oui, se mettre au travail le matin, être discipliné. Moi, c'est ce que j'aime bien avec les études d'histoire, c'est que c'est des études très disciplinées d'autodiscipline en tout cas. Moi, je travaille de manière très autonome aussi. Alors, mon promoteur, c'est Christophe Loire. Et on s'est quand même beaucoup vu l'année passée pour le TPM. C'est un peu une bonne moitié du mémoire, quand même, je dirais. Faire la récolte des sources, etc. Voir si le projet est réalisable et si ça avance. Et c'est quand même un travail pour lequel j'avais beaucoup bossé. Et résultat, en Master 2, Monsieur Loire, je ne l'ai vu qu'une seule fois, en début du Q1, pour dire de fixer les lignes directrices du mémoire, poser les dernières questions sur le contenu, etc. Donc maintenant, j'avance de mon côté, il faut que j'avance un peu plus, que je reprenne contact avec lui. Mais une chose est sûre, c'est que je le verrai encore quelques fois avant la remise, pour dire de au moins poser les dernières questions et voir si je ne me suis pas complètement planté. Mais je pense quand même bien avancé, être sur une bonne ligne. Donc on arrive peut-être tout doucement au moment de l'écriture du mémoire. Est-ce que c'est... il faut savoir qu'en histoire, c'est loin d'être le premier travail de recherche, donc vous avez aussi d'autres expériences sur lesquelles vous basez pour répondre à cette question, mais est-ce que l'écriture, c'est un plaisir ou c'est un stress total pour vous? C'est une pure angoisse. Non, mais en fait, c'est un peu bête, je fais de l'histoire, mais je déteste les travaux de recherche. C'est vraiment un plaisir. Je ne prends absolument pas de plaisir à faire ça. À aucun moment? Non. Et qu'est-ce qui est si pénible? En fait, j'ai l'impression d'être nulle dans ce que je fais et j'ai l'impression de ne jamais arriver à aller aussi loin que ce que je veux. Techniquement, je suis passionnée par mon sujet, mais j'ai l'impression que je vais toujours rater une info ou rater de la littérature importante ou rater un corpus. Et du coup, une source plutôt qu'un corpus. Mais donc, ça me stresse énormément et je sais que dans l'écriture, on me l'a reproché plusieurs fois. C'est que je ne sais pas écrire de manière scientifique. J'écris à but de vulgarisation. Et je le fais de manière inconsciente, donc je dois faire un vrai travail en écrivant, en me disant qu'il faut absolument que que j'ai une manière de tourner les phrases de manière plus scientifique. Moi, j'ai l'impression que c'est le moment où je vais enfin prendre du plaisir. J'en prends déjà un petit peu, mais je vois vraiment ça comme le moment où je vais pouvoir tout mettre en musique et que tout va faire sens, que tout va se mettre ensemble. Là, pour l'instant, tout attend. Toutes mes réflexions attendent. Elles sont sur des fiches de lecture, dans mon petit carnet. Il y a dans mes transcriptions, il y a des trucs qui sont en fluo parce que c'est vraiment très important. Et donc, j'ai l'impression que le moment où je vais écrire, c'est enfin le moment où je vais faire la somme de tout ça. Et j'attends avec impatience d'arriver à cette étape. Et toi, Brice, cette partie-là? C'est quelque chose qui peut être très chouette quand on parvient à... C'est comme un puzzle, quand on parvient à imbriquer les pièces ensemble et qu'on se rend compte que ça fonctionne et que ça donne quelque chose de très chouette. C'est vrai que c'est toujours agréable, mais le problème, c'est que souvent, il y a beaucoup de temps de travail pour arriver à ce résultat-là, et parfois, surtout, beaucoup de temps de travail pour se rendre compte que ce résultat ne sera pas possible, ne sera pas atteignable. Donc à ce moment-là, c'est très décourageant, et voilà, mais il faut continuer, il faut se lancer. Et c'est vrai que je te rejoins sur la peur d'avoir raté quelque chose, la peur de ne pas être allé assez loin dans mes recherches, dans mes explications, dans mes comparaisons.
Quelle place prend ce travail-ci en particulier dans votre parcours personnel? Énormément de place. Mais voilà, c'est un choix aussi. Enfin, je pense que on a tous investi beaucoup de notre temps libre dans les études d'histoire. Je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de place. On m'avait toujours vendu ça comme un truc, c'est à la cool, quoi. Mais en fait, pas du tout. Fin de la bac 3, j'ai vu mon année passer et je me suis dit, mais j'ai mis de côté, mis en pause beaucoup de choses de ma vie parce que ça me plaisait plus et ça importait plus de faire, de me concentrer sur mes études d'histoire à ce moment-là. Là, au niveau du mémoire, c'est vrai que comme en plus c'est la dernière étape, on se dit après c'est fini, donc faut tout donner maintenant. Moi, c'est une petite partie, on va dire, de mon parcours. C'est vraiment quelque chose qui, dans ma vie de tous les jours, n'est pas principal. Ça devrait l'être, ça va le devenir dans les mois qui viennent, beaucoup plus. Moi, ça prend, je pense, quand même 70 à 80% de mon temps en général. J'y pense tout le temps, même quand je suis en temps libre. Même avant de dormir, j'y pense. Bon, mais après, j'ai une personnalité assez anxieuse aussi. Donc, enfin, il suffit qu'on me donne une échéance et je vais y penser. Et toi, Jeanne? Moi, c'est la première fois qu'il y a un travail qui prend tellement de place dans mon parcours. J'avoue que peut-être le travail de séminaire en M1 aussi et en BA3 en contempo, c'était aussi un peu mes bébés. Mais là, c'est un grand bébé. Il se prépare. Et ouais, enfin, en fait, c'est une des premières fois que j'ai vraiment l'impression que c'est mon travail et que c'est mes choix et ce que moi j'ai envie de faire. Et c'est vraiment la première fois que je ressens cette légitimité de m'assumer aussi dans mes choix de sélection de sources, d'écriture, de... Ok, en fait, si je n'ai pas envie de parler de ce point de vue-là, je l'exclus, mais en conscience de cause. Et en fait, enfin, tous les chercheuses font des choix et moi, j'ai autant le droit de les faire que quelqu'un qui écrit depuis 10 ans. On arrive déjà à la dernière question. Si on se projette un petit peu d'ici 1 an ou 2, comment est-ce que vous imaginez votre futur, si vous l'imaginez? Je sais ce que je fais en juin et va plus loin parce que c'est très... je trouve ça dommage qu'on ait autant d'incertitudes à la sortie du master. Je préférerais qu'on ait des exemples. On a nos profs, qui sont une catégorie d'exemples bien à eux, bien à part, qu'on voit tous les jours. Et donc, on a l'impression que c'est la porte principale aussi, alors qu'elle est très peu accessible, cette porte-là. C'est pas la majorité des cas, nous, sur notre promotion. Pour la plupart d'entre nous, on va pas finir comme ça. Et donc, je me dis, OK, quelles sont les autres portes? Il y a professeur, il y a archiviste, mais c'est des endroits où il n'y a plus de sous et donc il n'y a plus d'emploi. Et moi, j'ai qu'une hâte, c'est de commencer ce travail-là d'archiviste, parce que ça m'a énormément plu d'être dans les archives de mon mémoire et de mon stage. Mais en même temps, il y a beaucoup d'appréhension parce que c'est super incertain quoi, comme avenir. Moi, dans 1 an ou 2, je pense que je me vois dans un autre master où, en fait, j'aimerais ma vision, et là je la manifeste un peu en la citant ici, mais ça serait de faire un master de spécialisation et puis si j'ai la chance, la grande chance de continuer mes recherches en histoire et de faire un doctorat. Mais comme Elisa a dit, c'est pas un monde très accessible et aussi un monde avec plein de concurrence et une instabilité continuelle, quoi. Je n'ai pas non plus envie de faire de ça la seule vision pour ma vie. J'ai commencé à l'imaginer il y a pas longtemps parce que j'étais plus du genre à me dire bon, c'est plus tard, on verra bien. Mais là, avec la fin du master qui s'approche, le stage qui s'est déroulé, on se dit bah maintenant il va falloir trouver un travail et le travail ressemble à ça, qui est peut-être pas Ça, c'est donc, forcément tu as fait un stage en en archivistique. oui c'est ça, Donc aux dans Archives un... générales du Royaume. Ok. Le travail en lui-même est chouette, mais on se rend compte que on n'aura pas forcément le travail vu les coupures budgétaires actuelles, etc. Puis faut penser aussi au salaire. Et, euh, et voilà, donc est-ce que je me vois dans l'histoire plus tard?
Si j'ai une opportunité un peu miracle, pourquoi pas, mais peut-être que ça va dévier sur quelque chose de complètement différent, que ce soit dans l'administration ou là, par exemple, dans mon job étudiant, j'ai peut-être une opportunité de monter un peu plus, mais on verra. Pareil, je me suis posé la question là dernièrement, parce que justement, stage aussi en archives. Et dans 1 an ou 2 ans, j'aimerais bien être archiviste, parce que je me suis rendu compte que mon stage j'ai adoré, c'était exceptionnel. Je me suis sentie vraiment épanouie dans ce que je faisais. Mais comme disait Brice, il y a les coupures budgétaires à prendre en compte, le fait que le travail, il y en aura, mais maintenant dans quelles conditions? Je me doute bien que premier job, il va pas être exceptionnel d'un point de vue conditions, mais on a besoin d'archivistes, mais on n'a pas assez d'argent. Et donc là, j'ai surtout un stress au niveau du salaire et des conditions de vie plus tard. Mais dans mon monde imaginaire, j'aimerais être archiviste dans 2 ans. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Et merci à Merci vous. beaucoup. Merci, Avec Marine. grand plaisir. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le à vos proches et donnez-lui 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Cela vous permettra de soutenir le projet et de le faire connaître à de nouveaux éditeurs et auditrices. Suivez aussi nos comptes Instagram et TikTok, Cherchez Trouve Podcast, et ceux de l'ULB Podcast afin de ne pas manquer de nouveaux épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt. Cherchez Trouve est un podcast créé par Marine Vizard, écriture, montage et production, Laura Verbist, Loca Lopez et Marine Vizard, avec le soutien du LB Podcast.